quelqu'un qui connaît une personne qui a été touchée par la Covid et qui finalement l'a emporté. Et à ce moment, là où il faut plus mettre l'accent, c'est sur la façon de gérer ce qui est devant nous et d'éviter que cette propagation exponentielle n'explose finalement et n'échappe et qu'elle soit totalement sous contrôle. Jusqu'au moment où nous nous parlons, c'est vrai, elle est complexe et difficile, mais elle reste encore dans certaines lignes gérables. Une fois qu'elle aura dépassé, et j'ai entendu récemment les spécialistes du domaine sanitaire le dire, on pourrait se retrouver facilement dans tout ce qu'on avait entendu mais qui n'avait pas été réalisé sur l'hécatombe ou les difficultés que la Covid pourrait causer en Afrique. Il se pourrait que cela arrive dans cette deuxième vague si nous ne posons pas les bons actes et nous ne prenons pas les bonnes décisions. Maintenant, dans ce cadre, on pourrait comprendre le nouveau régime législatif, juridique au sujet de l'état d'urgence. Aujourd'hui, avec la modification de la loi 69-29 du 29 avril 1969, des mesures de restriction peuvent être prises sans passer par l'état d'urgence. Est-ce que cela fait partie de ce dispositif dont vous parlez ou vous avez plutôt des réserves? J'ai des réserves par rapport à ça parce que j'ai l'impression qu'on a utilisé un moyen qui n'est pas adapté, qui n'est pas approprié par rapport au problème. Le problème, il est réel, il est grave. La dimension technique du problème, qui est un peu tous les mécanismes, les actions qu'on devrait mobiliser autour de la dimension thérapeutique, sanitaire, les spécialistes, les moyens à mobiliser et tout ce qu'il fait pour soigner les malades, là, il faut mettre vraiment l'accent là-dessus. Tout ce qu'il faut faire en matière de sensibilisation du public, en matière de comportement gouvernemental, il faut augmenter le travail parce que effectivement, s'il faut apprendre de la première vague, on peut rapidement se rendre compte que les actes appropriés qui devaient être posés, notamment par le gouvernement, ne l'avaient pas été du point de vue de la stratégie de prise en charge, du pilotage et de l'orientation du gouvernement dans la prise en charge. Je ne parle pas de la dimension technique. Au plan technique, les spécialistes de la santé, les médecins sénégalais ont été très bons et il faut reconnaître et féliciter nos spécialistes pour avoir très rapidement choisi un protocole thérapeutique qui a fonctionné. Au moment où il y a eu un débat sur l'azithromycine et la chloroquine, est-ce que ça a fonctionné ou pas, nos spécialistes ont fait leur choix souverain, rapidement, et ont pris en charge nos malades. Là où le bas a blessé, là où il y a eu un vrai problème dans la première vague, c'est au niveau de la sensibilisation et de la prise en charge dans la communication gouvernementale. Il y a eu énormément d'avancées et de reculades, de brouillage dans les messages du gouvernement. Et vous avez vu, lorsque malheureusement les taux de contamination ont commencé à baisser, on a tout de suite pensé au niveau du gouvernement que c'était terminé et on s'est presque relâché. Souvenez-vous, Mamoudou, quand le président a fait un appel aux acteurs sénégalais, à la société civile, aux partis de l'opposition, tout le monde est allé le rencontrer pour se mobiliser derrière lui comme un chef de guerre. Le pays était prêt. En ce moment-là, les règles étaient relativement bien respectées, y compris le port du masque, y compris, à part quelques velléités de jeunes dans les quartiers qui ont résisté ici et là, le couvre-feu avait été bien compris au départ. Mais lorsqu'on a vu le gouvernement reculer lui-même, commencer à faire toutes les choses qu'elle avait interdites aux Sénégalais de faire, aller à des inaugurations qui pouvaient ne pas avoir lieu, aller à des rassemblements, ce sont les autorités gouvernementales qui étaient presque pas à toutes les cérémonies funéraires, etc., etc. On les a vus eux-mêmes, alors qu'ils devaient, eux, quoi qu'il se passe, quels que soient les ajustements et les choses, rester cramponnés à leur vision et dire aux Sénégalais, tant qu'il y a un virus dans le pays, la maladie n'est pas terminée. Vous pensez que le gouvernement a une part de responsabilité Absolument. Dans l'explosion dans la perception que l'opinion, le public, les citoyens ont de la maladie. Parce qu'ils ne sont pas restés sur une rigueur ferme tout au long de la chaîne et de la trajectoire. À un moment donné, ils ont lâché du lest. Et aujourd'hui... Oui, d'où justement peut-être les mesures de restriction d'aujourd'hui. Mais les mesures Cet état de catastrophe sanitaire, on est dans une période d'état d'urgence sanitaire, si on peut le dire comme ça. Est-ce que ce n'est pas aussi des mesures qu'il fallait prendre? Alors la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que les mesures sanitaires en matière de couvre-feu, d'état d'urgence et du reste dans la première phase ont été évaluées pour qu'on ait pu voir de la manière la plus précise possible quels ont été les impacts concrets de ces mesures sur la gestion de la crise dans la première phase. Cette évaluation n'a pas véritablement été faite. Et si elle a été faite, probablement qu'elle est faite, mais ça nous pose, si ça a été le cas, ça pose alors là un problème d'information et de communication gouvernementale, puisque l'opinion publique aurait dû être informée de ce qui a été fait bien ou pas bien,
elle aurait été plus préparée à d'autres mesures dans la seconde phase. Ça n'a pas été fait. Deuxième élément sur cet aspect lié aux mesures gouvernementales, notamment les mesures restrictives, c'est que lorsqu'on prend des mesures pour restreindre les libertés publiques dans le cadre d'une crise sanitaire et qu'on le fait au moment où on le fait d'une façon qui amène l'opinion à se dire est-ce qu'ils le font finalement pour la crise ou ils le font pour des raisons politiques ou autres, ça brouille encore plus le message. Parce que je disais tout à l'heure que c'est une réponse à un problème, une réponse inappropriée à un problème concret. Est-ce qu'on a eu besoin, si on considère le point de vue de la plupart des juristes qui se sont exprimés sur cette question, si le président de la République, par la loi de 69, le processus qu'il a eu de pouvoir prendre des décisions, mais en laissant à l'Assemblée nationale ses prérogatives, parce que je ne pense pas que le fait de prendre le pouvoir de l'Assemblée nationale, de ce qui lui restait de pouvoir d'ailleurs, et de se l'adjuger, permet au président de faire plus que ce qu'il faisait déjà. Parce que quand il dit, lui, la Constitution est un peu lourde, ce n'est pas son rôle, ce n'est pas au président de la République. La Constitution, c'est l'outil du peuple sénégalais. Le peuple est le seul chef de la Constitution. Alors dire que c'est lourd, donc je fais une approche, une action qui va me permettre, moi, président, de renforcer mes pouvoirs et de me passer de l'Assemblée nationale, ça amène beaucoup de Sénégalais à se demander est-ce qu'il le fait pour gérer la crise ou il le fait pour autre chose. Il le fait pourquoi? Mais il le fait, évidemment, c'est mon point de vue, pour des raisons politiques. Je le pense parce que n'oubliez pas que dans la gestion de la crise, il y a ces différentes dimensions qui s'emboîtent. Et malheureusement, ce qu'on voit dans le monde, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des phénomènes exceptionnels, le monde rentre en crise, vous voyez deux types de leaders émerger. Des leaders prospectifs, visionnaires, qui savent anticiper et transformer, qui se positionnent pour saisir les opportunités qu'offre la crise, parce que toute crise a des désavantages, des problèmes, évidemment, c'est pour ça qu'elle est une crise, mais elle ouvre aussi des champs d'opportunités. Vous voyez certains qui se positionnent pour tirer les opportunités et se projeter, mais vous voyez d'autres malheureusement, et c'est malheureusement ce qui est en train d'arriver ici, qui en profitent en disant les esprits sont suffisamment malléables, on peut faire passer tout ce qu'on veut, en profiter pour faire changer les lois, se donner plus de pouvoir, affaiblir d'autres pouvoirs de contrôle comme l'Assemblée et autres. Et c'est ça qui crée un biais dans la perception, dans l'opinion. Et lorsqu'on enlève et on réduit cette confiance que l'opinion a vis-à-vis des actes posés par le pouvoir, par le président de la République, elle aura tendance, cette opinion, à projeter cela sur tous les autres actes. Vous leur demanderez de porter le masque, s'il n'y a pas le gendarme ou le policier, les gens n'auront pas tendance à le faire. Vous leur demanderez de respecter le couvre-feu, ce sera de très mauvais cœur qu'il le ferait. Il ne le ferait pas de bon cœur. Il le ferait sous la contrainte. Est-ce que ce n'est pas quand même des décisions à prendre? Quand on voit autour de nous, il y en a même qui commencent le couvre-feu à 18h. Je ne remets pas en cause le couvre-feu. Vous êtes favorable au couvre-feu? Je ne remets pas en cause le couvre-feu ni l'état d'urgence. Okay. C'est la modalité, le procédé. Oui. La loi qui existait lui permettait, ça a été le cas dans la première phase, de décréter tout ce qu'il avait envie de faire, avec une Assemblée nationale qui continuait de jouer ce rôle. Je suis en train de dire qu'il n'avait pas besoin d'aller prendre les pouvoirs de l'Assemblée nationale pour renforcer ses propres pouvoirs. Parce que dans une crise comme ça, il ne faut pas compartimenter, il faut avoir une vision holistique. Sauf que si on a bien compris dans ces mesures de restriction, avec cette période de catastrophe sanitaire, ce n'est pas seulement le président qui s'arroge les pouvoirs, mais il y a même une décentralisation, une déconcentration des pouvoirs. Mais tous ces jusqu'au ministre, jusqu'au gouverneur, jusqu'au préfet. Et ce n'est pas une bonne approche aussi pour gérer une crise sanitaire de cette nature? Mais ce que je suis en train simplement de vous dire, c'est que cela avait été possible avec la loi qui existait déjà. On n'avait pas besoin de faire ces modifications. On n'avait pas besoin de modifications pour faire ça. Lorsque dans la loi, on vous dit on peut décréter l'état d'urgence justement quand il y a des urgences et des crises et des autres. Dans le terme urgence, vous avez à peu près ce que vous voulez faire. C'est pour ça que je vous dis, il l'a fait dans la première phase. Maintenant, si l'Assemblée nationale, qui doit aussi assumer ses responsabilités, s'il y a urgence et qu'il faut qu'elle réagisse dans un délai record, comme le fait le président, il appartient aux députés d'aller faire leur travail. Mais je ne vois dans aucun pays du monde aujourd'hui où, du fait de la crise, on a essayé d'enlever des pouvoirs d'une institution pour les donner au président de la République. Les gens n'ont pas eu besoin d'arriver à cela. C'est comme si vous prenez un marteau pour tuer une mouche. Je suis en train de vous dire simplement qu'il aurait pu continuer à faire. Les ministres,
les maires et tous les responsables au niveau territorial décentralisé avaient, avec les lois qui existaient ici, tous les pouvoirs pour pouvoir faire ce qu'ils avaient à faire. On a l'impression qu'on est juste en train de restreindre davantage des libertés. Et si vous voyez ce qui s'est passé un peu avant, il est comme dans une sorte d'agenda. Un agenda qui serait quoi? Un agenda politique, évidemment, parce que tout, malheureusement, pour le président Macky Sall, tourne autour de la politique. C'est un président qui, aujourd'hui, semble être dans une logique consistant à... On le savait, la fonction présidentielle au Sénégal était déjà hypertrophiée. C'est le président qui a une sorte de prépondérance extrême vis-à-vis de tous les pouvoirs. L'Assemblée nationale n'était que sa chambre d'enregistrement. Si aujourd'hui il se positionne comme l'alpha et l'oméga des institutions, comme il a d'ailleurs eu à le dire dans son message, après le message à la nation, lorsqu'il faisait face à la presse, qu'il semblait être dans une logique de tenir tous les pouvoirs pour pouvoir déployer un agenda politique. Mais ça, malheureusement, ça va à l'encontre. Et c'est ça que je vois souvent comme contradiction dans l'approche du président. Il pose des actes pensant bien faire dans son propre agenda, mais ces mêmes actes ont souvent un effet négatif sur d'autres agendas, qu'ils soient économiques, sociaux ou autres. Cheikh Tidiane Dièye d'Avenir Sénégal bi ñu bëgg est l'invité du jury du dimanche iRadio ITV imedia.sn. L'attente, la longue attente du vaccin. Avez-vous une idée de comment le gouvernement doit procéder pour une stratégie nationale de vaccination qui est déjà annoncée, efficace? Oui. Est-ce que vous avez une idée de comment les choses devraient se faire avec absolument des réticences qui se manifestent, mais le vaccin qui n'est pas encore là? Oui. Alors vous voyez, Mamoudou, les réticences ont souvent accompagné les vaccins. Et c'est pour ça qu'une approche liée à la communication, surtout au plan communautaire, est essentielle pour démarrer ce travail. On est relativement mal parti au moment où nous parlons, parce qu'il y a déjà un débat qui s'est installé, qui n'est pas seulement un débat des experts, et heureusement d'ailleurs, parce qu'une affaire de vaccin ou une crise sanitaire n'est pas seulement une affaire de techniciens ou de spécialistes, c'est un élément humain, social, sociologique, etc. Et que les Sénégalais commencent à donner leur opinion et leur point de vue sur le vaccin, y compris d'ailleurs les idées les plus déplacées et autres, mais ça vous montre l'intérêt qu'ils accordent à cette dimension-là. Ça pousse tout le monde à réfléchir. Alors, qu'est-ce que le gouvernement devrait faire? Un vaccin est une bonne chose. Je ne dis pas le vaccin Covid, mais un vaccin est une bonne chose. Puisque les vaccins ont permis de résoudre énormément de problèmes de santé publique, y compris dans nos pays où tous les enfants se font vacciner et ça n'a jamais posé de problème. Tous ceux qui vont à la Mecque se font vacciner de ceci ou cela. Et lorsqu'on a besoin aussi d'un certain nombre de choses à l'international pour voyager, on se fait vacciner. D'où l'importance de se faire vacciner le moment venu, parce qu'après, vous voulez aller à la Mecque ou voyager, on va exiger le vaccin. Et c'est à ça que je voulais arriver, pour dire qu'il faut qu'on fasse très attention. Et le gouvernement devrait anticiper. Là, il est un peu à la traîne par rapport au débat de ceux qui semblent voir d'un très mauvais œil le vaccin et qui ont pris le dessus dans la communication. Il faut que, à la fois le gouvernement, mais également tous les autres acteurs de l'opinion, ne laissent pas prospérer trop longtemps cette idée que forcément ce vaccin est négatif, parce qu'on n'en sait rien. Moi, je veux être très modeste dans cette analyse sur le vaccin. Il y a des spécialistes sénégalais qui s'y connaissent, et leur responsabilité et leur rôle, c'est aussi de venir devant l'opinion pour rassurer quand il le faut, mais avoir aussi l'honnêteté de dire la vérité quand il y a des risques. Effectivement, on a entendu beaucoup de gens dire qu'il y a beaucoup de risques. Du point de vue de la durée du vaccin, on n'a pas assez de recul. Sa composition avec l'ARN qui pourrait être muté en ADN et intégrer le génome humain, etc., avec tous les problèmes, on en a beaucoup entendu. Il appartient aux spécialistes sénégalais du monde médical de venir nous rassurer, mais avec un message de vérité, pour que les Sénégalais se préparent à cette éventualité. Moi, je crois que si, dans le monde entier, en Chine, en Russie, aux États-Unis d'Amérique, en Europe et partout ailleurs, les gens travaillent à créer leur propre vaccin et à vacciner leur population, je ne pense pas que nous ayons plus, nous, envie de vivre qu'eux-mêmes. S'ils se font vacciner, c'est parce qu'ils comprennent qu'il y a effectivement un enjeu de santé, d'économie et autres. Donc, à notre connaissance, personne n'en est mort. Jusqu'à preuve du contraire, on en est là. Donc je suis en train de dire simplement qu'on se prépare à cette éventualité. Que lorsque les vaccins arriveront, on peut faire confiance au gouvernement, je l'espère, pour pouvoir trouver des vaccins comme ceux qui sont utilisés ailleurs dans le monde, pour qu'on ne nous donne pas des vaccins de deuxième catégorie ou autre. J'imagine que les firmes pharmaceutiques qui créent les médicaments qui sont dans nos officines pharmaceutiques et que nous utilisons tous les jours sans en mourir forcément, sont les mêmes qui font ces vaccins.
J'espère que, évidemment, première chose, c'est qu'on ne peut imposer à personne un vaccin. Ça aussi, ça doit être très clair dans la communication gouvernementale. Il ne s'agit pas de dire, j'amène un vaccin, je mets l'armée et je vaccine toute la population sénégalaise. Ça n'a aucun sens dans un premier temps, ou en tout cas dans la communication. Mais amener le vaccin pour vacciner ceux qui sont les plus en première ligne, le personnel médical, de santé et autres qui sont avec les malades, ils le feraient volontiers. Et c'est d'ailleurs le discours que certains d'entre eux tiennent. Les personnes vulnérables, nous avons perdu tellement de nos sages, de personnes âgées que nous aimons, de nos grands-pères et de nos grands-mères et de grandes autorités de ce pays emportées par la Covid-19. Si un vaccin peut nous permettre de protéger ceux qui restent en vie de nos personnes âgées, c'est tout bénéfice, il faut le prendre. Et ensuite, il faut laisser la liberté à ceux qui en auraient besoin. Moi, je ne pourrais d'ailleurs jamais dire que je ne me vaccinerai jamais, puisque voyageant beaucoup, il se pourrait que si les autres pays finissent de vacciner leur population, qu'ils se donnent le droit de dire tous ceux qui viendront chez nous devront se vacciner, sinon ils ne viendront pas. Vous allez vous faire vacciner. Je travaille à l'étranger, à l'international souvent, donc je ne pourrai jamais en amont dire que je ne me ferai pas vacciner en ne le basant ni sur une approche scientifique, ni sur une approche économique, ni sur autre chose. Donc, et puis il y a toujours l'exemplarité aussi. Les citoyens ont tendance à suivre aussi quand ils voient. Voilà, des acteurs, c'est pourquoi certains disent qu'il faut que le président se fasse vacciner, mais pas seulement le président, tous les porteurs d'enjeux, tous les porteurs, les leaders d'opinion du pays, journalistes Mamoudou, Cheikh Tidiane et puis d'autres, je pense qu'il faudrait qu'une fois, et je le précise, que nos spécialistes de la santé finiraient de nous rassurer, parce que moi je les écouterai, et ensuite on pourra passer à l'acte dans ce sens-là. Mais il faut éviter de braquer l'opinion en disant ce sera un désastre et qu'il y aurait un complot international qui voudrait décimer la population africaine. Ça ne repose sur rien du tout. Je crois qu'il faut se dire, le vaccin a des risques comme tous les autres. Voyons quels sont les risques, quels sont les risques gérables, maîtrisables, et qu'est-ce qu'il y a comme alternative au cas où il y aurait des problèmes. Mais il faut éviter que l'Afrique reste encore une fois à la traîne, puisque finalement on serait comme une sorte d'enclos. On nous laisserait la Covid-19, comme ici le paludisme, et puis toutes les autres maladies qui nous tuent, et que ça ne ferait plus l'objet de priorité, et personne ne ferait de recherche pour quoi que ce soit si tout le monde est guéri et que seuls les Africains tombaient malades. Et ça me permet d'ailleurs de lancer cet appel, puisque la crise nous a aussi montré notre effroyable vulnérabilité et faiblesse en matière de réflexion stratégique. Tout le monde cherche des vaccins. L'Afrique attend des vaccins. Il faudrait que nos gouvernements saisissent cette occasion pour se dire nous devrions aussi nous donner les moyens en tant qu'Afrique. L'Égypte a les capacités, le Nigeria en a, le Sénégal a beaucoup d'experts et de spécialistes. En mettant ces experts africains ensemble, avec les financements appropriés de nos États membres, on pourrait mettre en place de grands instituts de recherche qui auraient aussi l'ambition de créer des vaccins que nous testerions sur nos populations, qui seraient plus adaptés à notre écosystème et qui pourraient avoir plus d'effet sur nos populations plutôt que d'attendre seulement des dons de la Chine, de la Russie, de l'Union européenne et d'autres. Il faut aussi qu'on sorte de cette dynamique-là. Et quand on voit l'Afrique du Sud, qui est presque la première puissance africaine aujourd'hui, qui patauge dans cette pandémie. Qui patauge, effectivement. C'est d'ailleurs mon propos au début, lorsque je disais que la Covid-19, ce virus, devrait nous amener tous à être un peu plus humbles dans beaucoup de domaines. On ne le maîtrise pas. Les pays les plus forts s'effondrent. Et il faut donc comprendre qu'il faut tous ensemble pouvoir avoir à la fois une posture consistant à dire je suis un acteur, je suis un des responsables et je dois contribuer à la résolution de ce problème, puisqu'on sait que si ça continue encore, ne serait-ce que quelques semaines ou quelques mois, il se pourrait que des économies comme les nôtres ne puissent plus jamais se relever, avec des conséquences encore plus dramatiques sur la pauvreté, sur la vie, et puis sur l'éducation, la santé, et puis un ensemble d'autres choses. En une fraction de seconde, pour terminer sur ce chapitre pandémie, j'avais oublié cette question de Mohamedou Lamine Gueye sur Facebook. Rapidement, votre avis sur le bilan du couvre-feu durant ces 15 premiers jours? Alors, je ne sais pas s'il y a eu une évaluation, parce que je ne peux pas me fonder simplement sur ma propre opinion, n'ayant pas fait l'évaluation, mais je vois que les cas continuent malgré le couvre-feu. Il y a plus de cas malades et plus de morts depuis lors. Et donc, il faut se rendre compte de l'effet. Et c'est pourquoi je disais, malheureusement, le gouvernement n'avait pas bien évalué le couvre-feu dans la première phase. On ne sait pas s'il y a un effet direct du couvre-feu tel qu'il est déterminé sur la propagation ou sur la progression de la maladie. Je sais simplement que les gens, ils restent chez eux le soir, mais toute la journée, ils sont dehors. Et lorsqu'on regarde les rues, personne
ou très peu respectent ce qu'il faut. Les gestes barrières, comme le port du masque, surtout dans les bus qui sont toujours bondés. Et un des effets du couvre-feu d'ailleurs, c'est de faire en sorte que, comme on est dans une économie très informelle, que le rush du soir pour rentrer à la maison crée souvent des bouchons dans les gares routières comme dans les bus. Et c'est aussi un espace de prédilection, de propagation du virus qu'il faut aussi prendre en compte pour voir comment ajuster les choses. On parle des écoles aussi. Il faut Absolument. encore retourner à une fermeture. Je ne le pense pas à ce stade. Non, je crois qu'il faut aussi se rendre compte de ça. L'Afrique a cette particularité que le virus, si on ne prend pas les bonnes mesures et qu'on se mettait aujourd'hui, par exemple, à fermer les écoles, à faire des confinements et autres, ce qui n'est absolument pas possible dans notre contexte, mais par exemple, si on le faisait, on aurait eu des effets d'autres choses beaucoup plus graves que la Covid-19 et son nombre de morts. Donc, il faut, je pense, laisser les écoles, mais accroître les mesures sur les écoles. Très peu de parents hors de Dakar ou même dans Dakar, mais dans certains quartiers, ont les moyens de donner tous les jours des masques à leurs enfants, etc. Il faut aussi voir comment le gouvernement, mais aussi toutes les bonnes volontés, pourraient aider les écoles à avoir les masques, à essayer de respecter les distanciations et de suivre les enfants et de les accompagner. Mais profitons du mieux qu'on peut sur le fait que jusqu'ici, la virulence du virus dans d'autres contextes sociaux n'est pas la même ici dans notre contexte, et laisser un peu notre économie souffler en l'encadrant et en essayant d'anticiper le virus. Un vaccin pourrait aider, augmentation des moyens du système sanitaire, de prise en charge